La sécheresse dans le live BFM, on est début juillet, la moitié du pays déjà quasiment a pris des restrictions d'eau. Regardez Emma Aziza, hydrologue, présidente fondatrice du centre de recherche privé Mayan. Quand on parle de sécheresse, on pense aux nappes phréatiques qui sont à sec. Une nappe phréatique, qu'est-ce que c'est ? C'est une très très bonne question parce que la plupart des gens en fait sont persuadés qu'on a des énormes poches en fait souterraines qui sont situées sous nos pieds. En réalité, c'est loin d'être aussi simple que ça. Une nappe phréatique peut avoir différentes formes. Tout dépend finalement sur quel type de géologie on se situe finalement sous nos pieds. Et donc tout ça est constitué en fonction des paysages, en fonction des territoires, va évoluer. On peut avoir ce que l'on appelle des nappes alluviales. Ça n'a rien à voir avec une poche d'eau. C'est tout simplement, en fin de compte, ce qu'on appelle les alluvions, c'est-à-dire ces formes de sable, où l'eau va finalement se positionner entre les grains. Et donc, sur des kilomètres et des kilomètres, on va avoir comme ça des réserves d'eau qu'on va capter, on va récupérer cette eau à des fins agricoles, à des fins d'adduction en eau potable, pour remplir sa piscine. En fait, tous les usages de l'eau utilisent en général ce type de nappe. Ensuite, on a des nappes souterraines qui sont généralement dans des milieux calcaires profonds. Quand vous vous baladez dans des nappes, dans des grottes, en fait, vous avez des stalactites, stalagmites. Finalement, c'est ça qu'on peut avoir au milieu souterrain quand on est sur un substratum calcaire. Et donc là, effectivement, c'est des grandes poches et qui vont être reliées, en fin de compte, entre l'eau qui rentre dans finalement ces milieux souterrains et l'eau qui va ressortir à plusieurs dizaines de kilomètres parfois. Et donc on a des effets de transfert, des effets pistons qui font qu'en fin de compte, cette eau qui rentre parfois l'été et va ressortir l'hiver avec quelques degrés de plus et vice-versa. L'eau qui rentre l'hiver va ressortir l'été. Donc on voit bien que finalement c'est un système assez complexe, assez global. C'est loin d'être aussi simple que ça. Et c'est là où ça devient intéressant quand on regardait justement ces arrêtés de sécheresse. On voit bien que pour le moment, on est sur des sécheresses des milieux superficiels. Tout simplement parce que ce sont ces milieux qui ont été le plus sujets à cet état caniculaire. On a vu, nous, au niveau individuel, qu'on nous a conseillé de boire beaucoup d'eau parce qu'effectivement, on risquait une déshydratation très intense. Autant, nous, on peut manquer d'eau parce que finalement, on va avoir une transpiration beaucoup plus importante avec ces températures fortes. Mais si vous voulez, c'est exactement la même chose pour le sol et pour la terre. Il y a une évapotranspiration qui est beaucoup plus rapide. Et donc, ce qu'on voyait la semaine dernière et la semaine précédente avec ces états caniculaires, c'est qu'on allait très vite plonger dans cet état de sécheresse intense. On sait qu'on ne peut pas lutter contre la pluie, on ne peut pas lutter contre la chaleur, on ne peut pas lutter non plus contre la sécheresse, on ne peut que s'adapter. On peut que s'adapter, effectivement. Mais s'adapter, ça veut dire quand même que c'est une forme de solution. Parce qu'il faut savoir que l'être humain, c'est finalement l'être vivant qui s'est le plus adapté au cours des temps au changement climatique. On a été capable d'aller s'installer dans tous les milieux. Donc on est capable. Par contre, il faut pour ça avoir une vraie connexion avec son territoire et savoir s'adapter. Et c'est vrai qu'avec ce monde moderne, on est rentré dans une forme d'ère où on s'est déconnecté de son territoire de vie. Donc en fin de compte, on a changé nos modèles d'habitat, on a changé nos manières de vivre et ça se voit au niveau de notre vulnérabilité, autant sur les inondations que sécheresse. Et ce qui se passe, c'est que là, on est dans une sorte d'emballement où on ne sait pas. On sait à peu près quand est le début. On voit vraiment qu'il y a un fléchissement en 2014, 2015, 2016. Et là, depuis chaque année, on dépasse à chaque fois des records historiques. Donc en fait, on n'est plus dans une logique statistique scientifique où on prend les 30 dernières années, on essaye de regarder ce qui se passe. On est simplement dans une actualité permanente. Et donc là, il va falloir une réflexion globale et permanente. Je regardais un petit peu les politiques de gouvernance qui sont en train d'être menées. Notamment, on va avoir des baisses au niveau des rivières superficielles qu'on estime entre 10 et 40%. Donc par rapport à nos débits actuels dans les rivières, dans les années à venir, avec cet état de changement climatique. Ça, c'est les prévisions que prévoient les scénarios scientifiques. Maintenant, croisé à ça, on a des politiques qui nous disent d'ici 2025, on va réduire de 10% les prélèvements dans l'eau potable, dans les rivières. D'ici, dans 15 ans, on sera à 25%. Je crois qu'on ne peut plus se permettre de prendre le temps. Je pense qu'il faut aller rapidement sur quelque chose parce qu'il y a une prise de conscience, il y a un principe de précaution en France qui est important. Et voilà, donc si vous voulez, en 90, on est passé du jour au lendemain au fait de devoir tous mettre sa ceinture de sécurité. Je crois qu'il va falloir faire pareil pour les territoires. Merci beaucoup Emma Aziza d'avoir été avec nous. La météo tout de suite, c'est pas le climat, c'est la météo. Avec Virginie Ilson.